Bonjour tout le monde. Nous allons reprendre avec la deuxième partie, celle de Danny Paradis et Julie Papineau, bien sûr, qui vont nous présenter de l'automatisation, les tendances 2023 et vont toucher aussi à ChatGPT, comme ils ont dit. Donc, merci d'être en ligne avec nous. Danny, je te passe la parole. Là, il devrait avoir du son. Désolé. Merci d'avoir ramené le feedback. C'est ça. Ça fait à peu près 25 ans que je roule ma bosse en assurance qualité. J'avais commencé mes débuts chez Speedware, une compagnie qui était pas mal à l'avant-garde là, au niveau de l'assurance qualité parce que j'étais développeur au départ. Puis ils m'ont offert un poste à mi-temps, software quality et développeur. Puis finalement, ça a donné que j'ai bien aimé ça, puis j'ai continué tout ce temps-là. Évidemment, dès ces moments-là, j'avais commencé à utiliser des outils de test, ainsi de suite, qu'il y avait dans le temps, qui sont loin d'être ce qu'on a aujourd'hui. Puis ça m'a amené à m'intéresser beaucoup au framework, donc à pouvoir amener aussi les tests à des niveaux plus loin. Fait que j'ai roulé ma bosse, puis ça fait peut-être 6 ans que je suis avec Zentelia comme consultant. Qui me fait voir encore d'autres belles compagnies. Fait que ça, c'est vraiment le fun de pouvoir partager finalement l'expérience. On va poursuivre la présentation. Donc, la tendance 2023 en assurance qualité, j'ai l'impression de faire un défilé de mode en disant ça comme ça. C'est pas vraiment ça. En fait, j'ai monté ça dans l'optique où est-ce que j'avais suivi une formation qui s'appelle, pas une formation, mais une conférence qui s'appelle Test Guild Automation, qui vient chaque année, qui dure 5 jours. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est en ligne, donc tu n'as pas besoin de demander un budget de fou à ton employeur pour y aller. Ça prend évidemment ton temps pour pouvoir l'écouter, mais sinon, c'est très abordable. Surtout le fun parce qu'il y a à peu près 3000 spécialistes finalement en assurance qualité, tout le monde comme nous qui œuvrent dans ça, puis qui finalement partagent des idées. Évidemment, il y a des présentateurs, mais dans les QA answers, il y a plein d'informations intéressantes à aller chercher, puis c'est super motivant quand on ressort de là d'avoir cette info-là. Fait que là, moi, ce que je fais, aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter un peu ce que j'ai vu, ce qui sortait les tendances. Vous les présenter rapidement. C'est plus pour peut-être lever des idées, un petit peu comme tantôt Patrick, là, au niveau de la sécurité. Moi, c'est comme ça me dit, ah oui, je connaissais ça, je savais ça, mais je n'ai pas pris le temps d'y aller, d'aller voir puis essayer d'amener ça au niveau de mon équipe. Fait que c'est un peu le but de la présentation. Donc, première tendance 2023, risk-based testing. Bon, j'utilise beaucoup les termes en anglais là, au niveau des slides parce que c'est comme, en tout cas, c'est plus parlant pour moi, puis de les traduire des fois, c'est comme tu te demandes de quoi on parle. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, on s'entend, là, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup au niveau des tendances, on en parle de plus en plus, surtout au niveau de plus focusser au niveau du risque. Parce qu'avant ça, on disait, ben, on va faire des tests, on va faire des tests sur tout, n'importe quoi, on va automatiser. Ah, super. Hop. Où est-ce qu'il est mon zoom? Il est ici. Parce que c'est l'espace qui est mute. OK, je devrais être démuté, ça devrait être bon. OK, donc l'idée de fonctionner avec le risque, c'est que ça nous permet de vraiment prioriser, tant au niveau des tests qu'on veut faire, mais aussi au niveau de l'automatisation. L'automatisation, ça coûte cher, dépendamment à quel niveau on le fait. Mais un peu comme pour la sécurité, ben, on va y aller vraiment au niveau où est-ce qu'on a un risque, tant pour l'application que pour l'entreprise. Donc, on va essayer vraiment de jouer avec ça pour pouvoir prioriser
nos plans de test. Donc, le risk-based testing, c'est quelque chose qui revient, qui n'est pas un nouveau, mais le buzz revient plus fort qu'il l'était. Contract testing, avec tout ce qui se passe avec nos microservices interreliés, les third parties qui peuvent nous changer d'en face sans qu'on le sache trop à cause des versions, parce qu'on va chercher tout le temps latest par défaut, mais qu'on devrait être basé finalement sur une version barrée. Il y a des outils qui nous permettent de tester ça, donc de tester le contrat entre un API et un autre, qui nous permettent de pouvoir le tester sans être déployé. Donc, de vérifier notre contrat. On définit c'est quoi notre contrat, c'est quoi qu'on s'attend de recevoir. Des outils comme Packflow qui ne sont vraiment pas nouveaux, mais qui sont là. Donc, Packbroker ou Swagger Mock Validator qui va permettre de vérifier des différences. Ça, c'est super parce que j'ai encore vu là, dernièrement un problème là, où est-ce qu'ils ont changé la sérialisation qui a affecté finalement les objets qui étaient retournés dans le JSON. Au lieu de retourner un objet, ils nous retournaient nul parce que l'objet était tout nul. Donc, ça changeait le JSON qui était retourné. Donc, ce genre de validation-là peut se faire très tôt au niveau du build, même avant que ce soit déployé. La vérification peut être faite. Et ça, c'est encore un gros gain. C'est des choses qui, effectivement, c'est pas nouveau comme concept, mais c'est des tendances qui reviennent au niveau du marché. Le modèle testing, bon, je ne me suis pas muté, c'est bon. Modèle testing, c'est quelque chose que dans le temps, même chez Speedwell, je m'étais amusé. Encore là, ce n'est pas nouveau, mais ça permet de finalement arriver plus avec un modèle, un organigramme qui nous permet de pouvoir définir toutes les edge cases qu'on a, puis d'essayer de maximiser nos cas de test pour en faire le moins possible. Un des outils qui est vraiment le fun, puis j'avais vu une présentation, c'est X-Ray Enterprise. Évidemment, elle coûte plus cher que la version de base, mais ce qui est le fun, c'est que finalement, il va aller sortir tes cas selon le modèle que tu vas avoir monté, puis il va vraiment optimiser ta matrice de test pour aller plus rapidement tester plus d'un cas à la fois. C'est des outils qui nous aident parce que veut pas la tendance du manque de main-d'œuvre est partout. D'aller chercher de l'automatisation, pas juste de l'automatisation des tests, mais d'aller chercher des outils qui nous aident d'être plus performants. C'est des choses qui ressortent. Donc, X-Ray Enterprise, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment le fun. Vous irez voir la présentation, évidemment, ils veulent la vendre. C'est des outils vraiment plaisants. Prochaine slide. Je suis obligé de cliquer. OK. Speed Up Test Result Analysis. Ça, c'est non plus, c'est pas tout à fait, c'est pas une nouveauté, mais c'est des outils qui nous permettent d'analyser nos résultats. Parce qu'on a beaucoup de résultats de tests automatisés, puis quand il y en a qui faillent, de pouvoir investiguer, de creuser rapidement sur le problème, c'est ça qui est long. Puis pas juste ça, c'est que j'ai pas de son, mais mon micro est ouvert. Bizarre. OK. Il y en a qui en ont? OK. OK, bon. En tout cas, le micro, il bouge. Donc, les outils qui nous permettent d'aller plus rapidement. Ici, on a le Report Portal, qui est un outil qui est open source, qui est même dockerisable, qui est vraiment génial, qui peut être installé sur n'importe quel type de test. En fait, lui, il va récupérer les logs qu'on va lui envoyer, puis il va faire monter des dashboards, finalement, des résultats. Ce qui est bien de ça, je vais essayer quand même de le faire jouer pendant que je parle, la petite vidéo, c'est qu'on peut classifier finalement les erreurs qui sont arrivées, les détecter, puis il va être capable, en faisant un simili intelligence artificielle, de mapper les stacks qui sont déjà arrivés, la stack trace qui est arrivée avec une autre. Donc, si on a déjà validé le bug, il va dire, ah, OK, c'est probablement ce bug-là que tu as déjà détecté, tu as déjà rentré un Jira par rapport à ça. Fait que tu vas beaucoup plus vite par rapport à l'analyse. Et ce qui est super aussi, c'est que tu as un historique, donc tu peux remonter depuis quelle version ça commence à arriver. Tu peux catégoriser tes types de bugs. Ça peut s'appliquer à n'importe quel type d'outil. Dans le temps, je l'avais mis en place chez Family Prix. Mais c'est vraiment un outil qui est génial et qui est gratuit. Open source, facile à déployer. Docker, vous tapez votre install, puis c'est parti.
Puis ça fonctionne vraiment bien. Donc, c'est des outils qui nous permettent d'aller plus rapidement voir les problèmes. Puis évidemment, on peut monter des dashboards là, avec tout ça aussi. Vous irez voir ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau de la présentation, une des choses aussi que j'ai mis des liens. Donc, les slides vont être disponibles. Vous pourrez aller voir les liens des outils qui ont été mappés. Oui? Je suis moins technique de mon côté. Avec Jenkins, l'intégration des résultats, dans le fond, c'est comme un autre outil on the side. Jenkins va juste te donner les erreurs, mais ça, c'est un autre outil. Oui, qui va te permettre d'analyser puis de pouvoir arriver puis de dire, ben, OK, c'est tel numéro de bug. Tu peux l'associer avec un bug. Tu peux finalement avoir un historique, mais vraiment par type de test, ce qui est plus difficile à avoir avec Jenkins. Jenkins va, pour une run de test, va te sortir finalement, OK, il y a de l'instabilité. Là, il faut que tu ailles creuser dedans, puis tu vas voir au niveau de tes tests. Ce n'est pas aussi facile qu'un outil comme ça. Mais c'est comme une extension, si on veut. Donc, ça peut se brancher sur n'importe quel type de test. Il faut juste finalement ajouter un appender qui va injecter dans ce tool-là. Oui, l'outil qui fait l'analyse, le lien ici, c'est Report Portal. Donc, c'est open source, vraiment génial comme outil. C'est fait par voyons, OpenPAM, je ne me souviens plus du nom. C'est une gang de QA qui sont en Europe de l'Est qui font des trucs puis qui sont vraiment réactifs. Donc, c'est open source. On a un problème, ils répondent. Je vais aller voir les questions. Oui, on peut le plugger en fait avec n'importe quel outil. En fait, ce n'est pas tant le Jenkins qui va l'utiliser, c'est plus le test qui, lui, va injecter son résultat vers, Report Portal. Mais peut-être que c'est même possible. Il y a peut-être des plugins qui existent là, qui permettent là, de le mettre à partir plus loin. Donc, un truc intéressant à aller voir. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, je passe trop vite. OK. On passe à la suivante. OK. Mobile test. Ça, j'ai vraiment l'impression, puis je serais curieux de savoir qui ici a eu à faire des tests mobiles. OK. 1, 2, 3, 4. Ben, moi, je regarde, puis en tout cas, dans la conférence, c'était vraiment quelque chose qui était très présent. Puis moi, quand je regarde les gens que je connais, il n'y en a pas tant que ça, des tests mobiles, étonnamment. Pourtant, c'est des choses on en développe aussi au Québec, mais je ne sens pas comme aux États-Unis l'urgence de tester de façon mobile. Souvent, c'est comme on va le tester manuellement, mais au niveau de l'automatisé, c'est moins là. Puis, on s'entend qu'il y a tellement de combinaisons. Donc, on a besoin d'outils qui nous permettent d'aller plus loin. Bon, les Sauce Labs de ce monde qu'on connaissait, les Browser Stack, Lambda Test. Il y a Cubiton qui, lui, est vraiment orienté, lui, au niveau des mobiles, pas juste au niveau des browsers. Donc, il va aller un peu plus loin de ce côté-là. Puis, on a vraiment besoin d'outils, d'essayer de partir à faire manuellement. Oui, on va faire le Happy Path, mais on ne peut pas se permettre de vérifier chacune dimension d'écran ou différents modèles de mobile. Donc, c'est vraiment important d'aller vers des outils comme ça qui vont nous permettre d'aller plus rapidement. C'est vraiment dans les trucs utiles. Vision Test, Applitool avait sorti il y a peut-être de ça 2 ans, un outil qui permet de faire de la différence d'écran, où est-ce qu'on peut s'orienter plus avec des ondes. Parce qu'évidemment, la différence d'écran, d'image, Pascal, dans le temps de chez Speedware, était mon pauvre stagiaire. Puis je lui avais demandé de faire un test qui capture tous les écrans. Notre logiciel faisait des graphiques. Puis bon, il avait tout fait ça comme il faut, puis tout. Mais le lendemain matin, sa carte vidéo a sauté.
On a changé sa carte vidéo. Puis là, les images ne matchaient plus du tout. Donc, on s'est retrouvé pas avancé. Fait que les outils, à ce moment-là, n'étaient pas évolués. Il y a de ça 25 ans. Mais maintenant, on peut vraiment y aller avec des zones qu'on peut définir. Puis, il nous permet aussi de détecter les différences à certains niveaux. Aptitude fait vraiment bien ça. Ils ont leur propre cloud où est-ce qu'on peut aller voir les différences. Donc, ils vont nous les loguer. Puis, on peut aller finalement les approuver ou pas la différence. Ça nous permet d'aller super rapidement pour, justement, quand on a à afficher certaines pages ou parties d'application, mais dans des tailles spéciales. Donc, ça nous permet de pouvoir vérifier s'il n'y a pas eu un décalage quand on change de librairie, des choses comme ça. Associé à une automatisation, codeless comme Probar pour la question d'IS. Oui. Les liens sont dedans. Je peux répéter la question. OK. Merci. Oui, ACCLQ, c'est une petite médiation. Je ne sais pas, je ne connais pas Prova, mais ACCLQ, oui, effectivement, c'est un truc d'automatisation codeless qui permet finalement d'automatiser. Ça, il y a beaucoup de tendances. Il va y avoir une slide là, par rapport à ça. La tendance change. Je reviens, puis je vais pouvoir un peu mieux répondre à ça un peu plus loin. Une autre chose qui ressort, puis pour moi, ça a été un peu comme une révélation, c'est le CX testing, le Customer Experience Testing. Parce qu'un client, quand il va sur notre site web ou il utilise notre application, il n'utilise pas des experts, il n'utilise pas des ID pour interagir avec les boutons et ainsi de suite. Puis pourquoi nos tests devraient le faire? Donc, Selenium, qui a été celui qui a ouvert un peu le marché à être en open source pour nos tests, parce qu'avant ça, on était plus en rational, des outils payants, self-test, ainsi de suite. C'est super. Il y a même des vérifications que s'il y a un panel par-dessus, on ne peut pas cliquer dessus. Ça s'est beaucoup amélioré. Mais encore là, au niveau de notre façon de faire les tests, il faudrait probablement revoir parce que le coût de définir une page, dire sont où les ID, nos boutons, tout ça, il y a quand même un coût. Même si on l'organise comme il faut au niveau de la maintenance, pas que ça nous coûte trop cher, il y a un coût par rapport à ça. Il y a d'autres outils aussi qui sont apparus dernièrement. Cypress, qui est beaucoup utilisé par les développeurs web, front-end, parce que c'est en Node, en JavaScript. Playwright, qui est backé par Windows, mais qui est vraiment très rapide pour exécuter des tests. Puis ils ont ajouté un nouveau module qui permet de finalement comme débugger, revenir en arrière, qui est vraiment bien. Je vous invite à aller essayer ces outils-là. L'idée du Customer Experience, c'est de penser un petit peu à finalement une navigation qui serait un peu plus OCR, où est-ce qu'il va lire finalement à l'écran, qui va être combiné avec du AI, la reconnaissance et de la vision pour le résultat. Donc, d'avoir le moins possible de code. Vers ça qu'on va aller aussi au niveau du low-code, less-code. Ah, un petit clin d'œil à Patrick, sécurité. Les tests end-to-end, évidemment, ça coûte cher à produire. C'est pas une nouvelle idée, mais c'est des tendances qui reviennent. Pourquoi qu'on ne réutiliserait pas les données, finalement, le scénario de test qui a déjà été défini, mais l'utiliser pour la sécurité et pour la performance. Parce qu'au niveau de la performance, comme c'est la PIPAP, probablement que ça va être réutilisé et utilisé beaucoup par les utilisateurs. Donc, pourquoi c'est les calls qui sont faits par en dessous, tant au niveau de l'API qu'au niveau dans le browser, comment ça va se charger? Parce que maintenant, on s'entend, il y a une tonne de third-party tout autour. C'est une tendance où est-ce qu'on va essayer de récupérer parce que ça coûte super cher monter des tests sur le site à partir de rien. Autonomous testing. Ça, c'est un truc qui est vraiment le fun. Imaginez un crawler qui va sur une page web ou une application.
qui va aller finalement, va s'assurer que finalement, on a le rendu sur toutes les pages avec Applito. Donc, il va aller voir que les rendus sont là sur toutes les pages et que ce soit bien affiché. Le classique, là, au niveau du mobile, il y a tellement de variations que si on n'a pas des outils comme ça qui nous permettent de s'assurer qu'on n'a rien brisé, c'est sûr que le client peut l'utiliser quand même, mais ça ne sera pas bien affiché. Ou il y a des boutons qui vont être cachés. De là, l'idée de ce que je vous parlais un petit peu précédemment, au niveau de quand on veut tester plus en user experience, de vraiment aller voir le bouton pour pouvoir le cliquer dessus. Je vous montre la petite présentation qui est là, qui est faite avec DevTool AI, qui est un outil payant qui, l'année passée, ça commençait, c'était lent, mais c'est vraiment prometteur. Où est-ce que il va être capable d'aller chercher ce qu'on a au niveau de l'OAI en donnant ce qu'on souhaite. Donc, il va être capable d'aller chercher c'est quoi le logo, c'est quoi le login du bouton. Donc, il va être capable de l'identifier directement dans la page. Donc, ça enlève toute la couche, là, finalement, de définition de ce qu'on appelle le page object. C'est où nos boutons pour pouvoir naviguer. Donc, ça va simplifier les tests. Oui, c'est payant, mais ça permet de sauver du temps. OK. L'autre grosse tendance que moi, je vois depuis peut-être 2 ans, c'est que on était passé, il y a de ça 15 ans, on était avec que des outils qu'il fallait payer pour pouvoir utiliser, pour pouvoir automatiser des tests. Puis, on a eu une révolution parce que ces outils-là n'étaient pas capables de suivre les dernières versions de browser, n'étaient pas capables de suivre. Donc, on a été vers du open source, qui était « wow, super, ça ne coûte rien ». Ce qui amène qu'il a fallu monter des frameworks pour pouvoir les utiliser, les maintenir. Donc, il y a quand même un coût. Ce n'est pas si gratuit que ça. C'est vraiment bien, mais pour en avoir maintenu, c'est quand même beaucoup de temps. Je regarde, j'ai été chez Ticketmaster pendant 9 ans. J'ai monté un framework au départ qui était justement avec la première version de Selenium qui était en JavaScript dans un iframe dans la page pour aller interagir, tout ça. C'était bien, ça coûtait rien. On avait des API maison qui, évidemment, n'avaient pas des standards comme du REST ou du SOAP pour pouvoir tester. Donc, on a codé dans l'outil la possibilité de tester ces API maison-là et après, on a ajouté, évidemment, les protocoles plus connus comme le REST. J'ai été là pendant 9 ans, ça l'a toujours grossi. Puis, il fallait toujours maintenir finalement les trucs. Donc, il y a quand même un coût par rapport à ça. Puis, si aujourd'hui, on a à partir d'une business, ben, il y a tellement des outils qui se sont avancés, développés, qu'il faut vraiment considérer que même si ça paraît coûter cher au départ, il y a vraiment un gain à pouvoir partir rapidement avec des outils qui sont déjà offerts puis ont été, si on veut tester. Le problème, moi, des versions qui ne suivent pas, c'est des choses que je vois moins avec ces outils-là parce qu'ils veulent être les leaders, donc ils s'assurent de pouvoir être à jour. OK, le fameux low-code, no-code, qui était le rêve dans le temps, parce qu'on voulait, même chez Ticketmaster, j'avais monté de quoi qui faisait que les analystes QA pouvaient aussi, sans connaître la programmation, pouvoir générer des codes tests. C'est un vieux rêve, je pense, de gestion pour pouvoir aller plus vite, puis ça n'a jamais 100% fonctionné parce qu'il y a toujours des trucs où est-ce qu'on a besoin de finalement faire un peu de programmation derrière parce que c'est trop spécifique. Mais il y a quand même une tendance qui revient. Puis moi, les outils que j'ai vus m'ont grandement impressionné. Puis j'ai aimé ça. Assez pour me dire, ben, regarde, je serais tenté, moi, de faire le jump. Je pense à Postman, qui est un outil qui ça fait longtemps qu'il existe, qui ont ajouté un outil qui est bêta présentement, qui est Postman Flow, qui permet de finalement choisir nos appels d'API et selon les conditions de tourner,
pouvoir finalement faire récupérer une valeur facilement dans le JSON qui est retourné. Ce qui avant était hyper complexe, ben, finalement, il fallait être capable d'aller creuser avec du JSON-Path dans le résultat, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Mabel, qui est un outil que moi j'adore, qui est utilisé chez Petal, que l'infrastructure est vraiment bien au niveau de la définition du code. C'est sûr que c'est du low code, mais quand il enregistre une page, le script, il va aller chercher le ID, il va aller chercher plusieurs attributs de l'objet pour que si ça change, ou même la position, être capable de récupérer puis de demander voir si c'est maintenant ce nouveau ID-là qu'on devrait utiliser. C'est des outils que, franchement, ça vaut la peine de regarder parce que même s'il y a un coût à ça, le fait d'avoir ça, c'est que ça nous permet de partir beaucoup plus rapidement. Donc, oui. Cette tendance-là, tu la vois au niveau des communautés de QA ou des communautés de... Là, pourquoi je pose la question, c'est, on parlait tantôt de livraison en contenu, CI/CD, tout ça, donc c'est beaucoup les devs qui ont un peu la comptabilité de regarder la livraison en contenu, de voir les chiffres. Habituellement, par le passé, ils n'ont pas de tendance à vouloir aller vers des outils low-code. Effectivement. Est-ce que c'est vraiment une tendance plus QA? Ben, il y a une tendance QA parce que c'est évidemment les outils low-code, ça a été designé vraiment pour que finalement, quand on maîtrise moins le code, de pouvoir en faire. Donc, ça, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire ne pas en faire. Mais au niveau des devs, c'est sûr que moi, le premier, quand j'ai commencé à faire du Postman, je n'aimais pas ça parce que je ne pouvais pas débugger, pas mettre de breakpoint ou des trucs comme ça. Mais on s'habitue à travailler avec l'outil. Ce que ces outils-là, je trouve, offrent, c'est finalement tout le reporting qui est pas là dans des outils que tu vas arriver open source puis que tu vas installer. Tu es obligé finalement dans ton framework de monter un framework, de le maintenir. Puis la maintenance, ça, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a personne qui a pensé de mettre ça dans son budget là, au niveau des tests. On monte un framework, OK, on l'utilise, mais le reste, on a besoin de maintenir. Ces outils-là, oui, tu payes tout le temps, mais il y a du monde qui maintiennent, qui s'assure que ça réponde toujours. Fait au niveau des devs, l'intérêt, c'est que tu as des tests qui vont être, évidemment, au niveau des tests end-to-end avec le UI. Il y a un coût, mais il faut encore là se fier au risque, à notre étude de risque, pour choisir les tests qui sont les plus importants à mettre. Donc, évidemment, nos API paths, nos critical paths, finalement, les codes d'erreur qui doivent être retournés, est-ce qu'ils retournent bien à l'écran? Mais après ça, ben, il y a toujours à se poser la question, le fameux shifting left, quand on fait le design au départ. Ben, c'est quoi le risque sur notre feature? OK, où est-ce qu'on va la tester? Comment on va la tester? Est-ce que ça nous prend des mocks pour pouvoir le tester? On s'entend qu'aujourd'hui, les mocks, on a besoin parce qu'on est plugué avec plein de third parties. Donc, il faut être capable de reproduire que notre third party, OK, il répond bien, ça c'est le facile, mais qui nous répondent à une erreur, qui nous répondent, qui ne répondent pas. 502 gateway erreur, des trucs comme ça. On a besoin de ça. Donner un exemple, quand j'étais avant chez TELUS Sécurité, ils faisaient une espèce d'outil qui va par-dessus des firewalls. Donc, il y avait besoin de finalement tester les codes d'erreur des firewalls. On ne pouvait pas attendre d'avoir une attaque pour pouvoir tester ça. Donc, on avait des mocks qui simulaient les firewalls avec les codes d'erreur, comme ils les retournent, pour pouvoir voir tous les codes. Donc, ça nous permet de tester notre logiciel en étant finalement indépendant du third party qu'on se trouve à utiliser. Évidemment, il nous reste nos tests système à faire après l'intégration système avec les vrais third party, mais on s'est assuré de pouvoir couvrir nos cas. Là, je viens de faire une méchante parenthèse parce que c'est au niveau du low-code. Donc, oui, c'est difficile pour l'avoir vu, c'est difficile de convaincre les développeurs, mais ça les amène à se questionner, est-ce qu'on pourrait faire le test autrement? Ça, c'est ce que j'ai vu qui est vraiment bien, parce que oui, ils sont moins tentés d'aller vers ça,
ces outils-là, mais ils vont se questionner, est-ce que je peux le faire de façon unitaire? Est-ce que je peux le faire de façon intégrée? Donc, directement au niveau de mon code. Moi, personnellement, ce que je prône, c'est je me fous de l'outil que tu utilises. L'important, c'est que ce soit qu'il y ait un reporting à ça et que ce soit roulé. Puis, sois conscient finalement de ce que tu couvres, ce que tu ne peux pas couvrir aussi. Donc, c'est pas mal ça l'idée. Mais ces outils-là permettent d'aller beaucoup plus vite. Bon, prochaine section. Intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, il y avait une question, quoi? J'ai une question directe ici. Par rapport à parler des tests de et tout ça, c'est que les gens ont tendance à faire des tests. Est-ce qu'on a des informations, des renseignements sur le retour sur investissement? Parce que je pense que même si on fait une politique par rapport au risque, c'est vrai que ça coûte cher à mettre en place, ça demande quand même des compétences, ça coûte cher à maintenir. Donc, souvent, ce qu'on nous répond, on a plus vite fait de prendre son téléphone et de faire 3-4 tests que d'investir. Voilà. Alors, à partir de quel moment ça peut devenir intéressant? C'est vraiment au niveau du modèle d'affaires ou au niveau du risque de l'entreprise. Une application mobile, on s'entend que les gens sont moins attachés. Donc, c'est très difficile de faire venir les gens vers notre application mobile qui adapte. C'est très rapide qui part. Combien de fois vous avez installé quelque chose, vous l'avez essayé rapidement, puis flush parce que ça ne va pas bien, il faut payer, Donc, c'est super important que ça fonctionne bien parce qu'on n'a pas une deuxième chance avec le client qui vient de l'installer. Donc, lui, il ne reviendra pas dans une semaine voir si le bug est réglé, c'est sûr. Là, il va passer à autre chose. Donc, il y a ça. Il y a aussi un exemple qu'il y a eu aux États-Unis en Cour suprême, Domino's Pizza, avec leur application qui n'était pas, voyons, accessible pour les... puis, ils ont perdu. Donc, ils ont dû refaire l'application spécialement pour que ça soit finalement lisible pour les gens qui ont des problèmes d'accessibilité. Fait que, oui. Il y a bloqué un certain nombre de marques et que tous les tests. Oui, bien ça, habituellement, c'est qu'on va y aller évidemment selon le risque. De tout couvrir, on va prendre pour acquis que on va essayer de faire le 20 d'effort qui va nous donner les 80 de résultats. Parce que de tout tester, toutes les fonctionnalités, c'est pas tant les fonctionnalités, même l'aspect au niveau du rendu de chacun des téléphones, ben c'est difficile d'y arriver. Mais il y a des outils, justement, les formes de cellulaires qui font tant au niveau des émulateurs que les vrais cellulaires. Les outils de vision qui vont vraiment s'assurer que la comparaison est là. Puis le défi étant justement des firmes Kubicon qui présentaient, leur défi, c'était qu'en maximum 1 heure, tous les cas soient couverts. Donc, on a besoin de pouvoir paralléliser les tests. Ça, c'est une des choses qui est super importante pour pouvoir dire, on ne peut pas arriver et bloquer le pipeline pendant trop longtemps. Il faut qu'il y ait des résultats. Donc, ça prend des champions en sécurité. Oui. Oui. OK. Donc, l'aspect sécurité. Les outils, par défaut, ils vont pas aller vérifier directement la sécurité. Il faut vraiment aller, ce qu'on a vu, là, les Source Labs et ainsi de suite. Eux, ça va être vraiment plus le rendu, le fonctionnel. La sécurité, c'est un autre truc qui, évidemment, comme plus laissé à l'abandon ou juste attendre qu'on ait un vrai risque, un vrai cas qui va nous faire bouger. Ça, c'est le classique. Là. Il y avait une autre question. L'aspect... Un commentaire de David Alexandre qui a été partagé, l'aspect Black Box, c'est un avantage du test comme un user. Oui, quand tu parlais de Mabel, je pense. Effectivement, oui, Mabel, l'aspect Black Box, c'est effectivement parce que ça nous permet vraiment d'être un peu plus au niveau user experience, où est-ce qu'on va vraiment pas regarder ce qu'il y a en dessous, mais vraiment vérifier ce qui est utilisé à l'écran. Vous n'entendiez pas les questions. Je ne suis pas habitué à présenter. Ouais, en hybride.
Donc, l'intelligence artificielle, deuxième partie de la présentation. C'était les tendances. Je vous invite à aller voir les slides pour creuser. C'est vraiment intéressant. Donc, en décembre dernier, moi, j'entendais mes enfants qui sont au cégep. « Hey, c'est super hot, papa, tu peux mettre ton code là-dedans, il va te dire c'est brisé, le réparer. On peut écrire nos textes de philo avec ça. » Intéressant. Évidemment, ça a eu un gros boom durant le temps des fêtes. Puis évidemment, une des choses qui, moi, m'a attiré, c'est comment moi, je peux m'en servir comme un outil. Pas juste de parler, philosopher avec. J'aimerais ça, m'en servir comme un outil au niveau de mon travail. Une des quotes qui était dans la présentation, c'est, j'ai l'impression que ça revient toujours, c'est la peur de perdre sa job à cause de l'automatisation, à cause du AI. Non, c'est un outil, mais c'est sûr que je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas connaître ces outils-là. Je pense qu'il faut penser à s'en servir. Ce n'est pas magique non plus, ça ne fait pas tout, ça ne règle pas tout. Donc, prochaine slide, on va parler finalement de l'intelligence artificielle. Un des trucs qui était le fun, c'est que toutes les images que vous avez vues par la présentation, ça a été généré par Bing. Donc, je lui donnais du texte, puis il était capable de me générer finalement des images. Il y a de la misère avec le texte lui-même, fait que je n'ai pas mis les images qui avaient du texte parce que c'est illisible. Mais c'est une des applications que le fun parce que, bon, je n'ai pas eu besoin d'aller courir des images qui étaient free for usage ou ainsi de suite parce que ça a été généré. Un petit plus par rapport à ça. Et j'invite ma collègue Julie à venir se présenter et à venir présenter avec moi. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir. Je me suis déplacée de Montréal pour être avec vous. Fait que je suis vraiment contente de vous voir. Donc, Julie Papineau, directrice assurance, voire assistance qualité. Ça sera une autre soirée en quelque part. Donc, chez Pétale depuis 1 an aujourd'hui. J'ai commencé comme développeur COBOL dans les années 80. Ouais, j'aime ça, il y a des sourires. Donc, ça parle à certains d'entre vous. Puis, depuis l'an 2000 que je suis en assurance qualité, finalement. Donc, vraiment, passé toutes les époques, là, full waterfall dans le monde bancaire où on déployait 2 fois par année, en juillet, en décembre. Fait que tout devait être parfait. Jusqu'à faire de l'agilité sur le projet de la Presse Plus, que j'ai toujours dit que c'était ma Coupe Stanley à date dans ma carrière. C'était vraiment un beau moment sur un beau projet et de faire l'apprentissage de l'agilité. Puis ensuite, les dernières années, ça a été d'apprendre comment on doit changer le rôle de l'assurance qualité dans cette livraison en continu. C'était bien cool, aux 6 mois, faire un blitz de 2 semaines de temps supplémentaire pour tout tester puis tout checker. Mais là, une livraison en continu ou 10 minutes, 15 minutes aux heures, un peu impossible de faire ce temps sup-là. Fait que une vidéo Quality at Speed, si vous ne la connaissez pas, de Jira, là, je vous invite vraiment à la regarder de ce côté-là. Donc, depuis 2019, j'ai eu la chance de vraiment baigner à mon époque chez Québécois, donc pour les produits Cube, sur la livraison en continu. Mais évidemment, aujourd'hui, je ne vous parle aucunement de ces sujets-là. Puis, ma première question pour vous, c'est: avez-vous osé incorporer de l'intelligence artificielle depuis les derniers mois? ChatGPT ou autre. Puis en ligne, n'hésitez pas à y aller dans le chat, je vais vous lire. Donc, oui, non, et quels outils vous avez? Est-ce qu'on l'utilise? Oui, l'utiliser dans votre boîte à outils. Là. Comme mentionnait Dani, avez-vous osé aller patauger là-dedans? Oui? OK, cool. En ligne, je vais vous entendre un petit peu. Là. Je vais vous regarder dans notre chat. Avez-vous utilisé ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles dans votre quotidien de QA, de Scrum Master? Il n'y a pas de réponse qui rentre. Tu m'as-tu mis sur mute? Non. Bon, ben écoute, on semble être le seul. Dans quel angle tu as utilisé? Au niveau des questions.
Au niveau des questions? Ça devient de plus en plus rapide. OK, excellent, excellent. Ah, ça commence à rentrer. Donc, non, Yacine en code review. L'application Genie. Ah, OK, je ne connais pas. Cool. Puis en test automatisé. Excellent. Mais écoutez, je lis d'une équipe de 7-8 personnes chez Pétale. Puis en janvier, moi aussi, j'ai fait un peu comme toi, là, pendant le temps des fêtes, j'ai été un peu pataugée là-dedans. Puis dans le temps des fêtes, je suis revenue avec juste un petit moment d'exploration avec l'équipe. C'est vraiment un simple partage que je veux faire avec vous aujourd'hui. Il n'y a pas aucune expertise derrière tout ça, mais si je peux allumer une petite flémèche chez vous pour aller oser et voir comment vous pouvez l'incorporer dans vos équipes, ça sera mission accomplie aujourd'hui. Fait que là, je vais oser essayer. C'est la fenêtre en arrière. C'est ce que j'ai compris. Oui. Puis est-ce que le partage va être encore là, le bon? OK. Parfait. Donc, voilà à quoi ressemble ChatGPT. Puis, première note écrite en petite, c'est évidemment quand on se log, il parle beaucoup de l'aspect sécurité derrière tout ça. Donc, je vous invite quand même à parler avec votre département légal avant de commencer à mettre n'importe quelle information dans ChatGPT. Non, à ce point-là. À ce point-là. Fait que vous me direz si j'ai fait des faux pas aujourd'hui. Faites-moi signe. Oui, c'est ça. Donc, dans toute cette espèce de shift left que tu parlais tantôt, Patrick, nous aussi, on essaye que les développeurs s'impliquent un peu plus tôt. Hein. On ne veut plus que les QA soient juste des testeurs, mais plus vraiment en mode analyste et tout ça. Donc, on cherchait des outils pour que les développeurs aussi puissent se sentir, parce que dans le fond, ils se tournent toujours ou régulièrement vers leur QA par sécurité. Tu sais, ah ouais, mais c'est moi qui ai développé mon code, puis c'est sûr que j'ai oublié quelque chose, puis je ne pense pas comme toi, tout ça. Fait que je me suis dit, ben, est-ce que ça pourrait être utile d'avoir un outil comme ça et de taper, tu sais, write test cases, puis là, je vais y aller avec une facile, là, vous allez me dire, là, pour un login. Bon, super. Reload. Comment? Reload. Reload. Évidemment, regardez bien, et c'est pour ça que j'ai des enregistrements. Right, test cases for login. J'ai des vidéos si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, si vous ne l'avez pas utilisé encore, voici à quoi ça ressemble. On pose sa question, puis ChatGPT nous répond des test cases qu'on pourrait réfléchir. Fait que déjà là, je suis sûre qu'il y a un ou deux test cases, hein, test case sensitive. Là, je ne sais pas s'il a mis mon dos. À chaque fois que je tape, il me répond des choses différentes. Donc, on voit qu'il parle de la sécurité. Hein? Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, des session timeout, vous pouvez voir, là, il y en a sorti plus que juste un successful puis un message d'erreur. Donc, c'est vraiment super intéressant comme outil. On le voyait comme pour les développeurs, juste d'aller chercher le petit test de plus avant que ça se rende là, à la gang de QA qui sont souvent un peu trop loin dans la chaîne. Fait que, ça vient rajouter des petits extras, une petite sécurité de confiance de ce côté-là. Ensuite, chez nous, on commence à faire une conversion en écriture Gherkin pour faire un peu de BDD de notre côté. Donc, j'ai une équipe de QA qui est quand même un peu insécure, puis je sais que j'ai des A sur la pelle. Je ne sais pas si j'ai d'autres dans mon équipe sur la pelle. Mais comme toute nouvelle apprentissage, on a toujours cette insécurité-là. Ah, je l'écris comme il faut, je l'ai-tu fait comme il faut, tout ça. Donc, j'invitais là aussi l'équipe à utiliser un petit peu Right, Gherkin, test cases for login. Et là, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le langage du Gherkin, ben voilà, c'est tout en train d'écrire les cas. Donc, un cas invalide credentials, un cas avec les valeurs vides. À combien de fois, ça, c'est le test classique, hein? Ça fonctionne toujours de s'authentifier, d'avoir le message d'erreur sur un mot de passe, pas bon, mais on oublie toujours les deux champs à blanc, je fais Enter ou d'autres affaires. Fait que je trouve ça assez hallucinant. Puis encore une fois, là, je suis même épatée entre 2 semaines les réponses de plus que j'ai présentement sur ChatGPT. Donc, là, dans cet aspect-là, c'était vraiment pour sécuriser l'équipe de QA.
puis se dire, ben, OK, cool, je ne l'ai pas écrit de cette façon-là. Donc, c'est comme un auto-feedback pour se sécuriser encore. Vous voyez, je reviens souvent sur le mot confiance, aller chercher le petit plus. Donc, encore une fois, si vous faites du Gherkin déjà, vous pouvez aussi demander à vos équipes. Ça peut être vos PO aussi. Hein, le PO qui écrit sa story a besoin de penser à ses cas d'acceptation. Mais il y a plein de cas de plus qu'on peut venir chercher de ce côté-là. Après, on peut continuer à challenger les cas de test. On peut lui demander aussi, justement, est-ce qu'on a des questions sur la performance? Fait que, do you have performance test cases to add? J'ai-tu fait des erreurs? Donc, évidemment, il y a toujours une réponse à tout, ce ChatGPT. Donc, voilà, on va rentrer dans les load testing, les stress testing, les temps de performance et tout. Évidemment, on aurait pu lui poser la question sur la sécurité aussi, tant qu'à faire. Attends, is there a security? Ouais, j'avoue, je connais moi pas. Is there a security aspect to validate? J'essaie aussi de changer mes questions pour que vous puissiez voir là, comment c'est assez impressionnant là, les réponses de ce côté-là. Donc, password complexity, password hashing, secure transmission. C'est pas pire, Patrick. C'est basic, mais c'est quand même. En tout cas, si tu demandes à certaines équipes, je ne sais pas si vous avez le réflexe de tester ces choses-là. Peut-être pas encore. Fait que, pour moi, je trouvais ça quand même vraiment impressionnant de dire, OK, juste taper 2-3 questions. Fait que suffit juste d'avoir une espèce de checklist. Ah oui, il y a l'aspect performance, il y a l'aspect des tests fonctionnels, il y a l'aspect de sécurité. Déjà là, vous avez plein de codes plus que probablement on avait tendance à oublier de ce côté-là. Donc, oui, question. Si on lui donne un use case, il va nous sortir genre un liste de tests. Oui, vraiment, vraiment. Puis, je sais pas, tantôt, j'ai regardé ceux qui étaient sur l'appel. J'ai un ancien collègue qui s'appelle Alex, que lui a vraiment poussé la machine. J'aurais aimé ça qu'il soit sur l'appel pour justement en rajouter encore plus. Lui avait des soucis parfois de... Justement, eux autres, c'était des abonnements. Je cherchais le mot, c'était subscription dans ma tête. Il y avait des abonnements, puis là, ils ont rencontré un conflit en production, puis là, c'était comme super complexe. Puis il a vraiment posé un petit roman. J'ai tel contexte, j'ai 3 pommes, puis là, on a une 4e, puis là, il y a eu une réponse, une proposition qui n'était pas si tant pire. Fait qu'effectivement, puis, c'est un petit peu le dernier point que je voulais aussi vous partager. Donc, vous voyez, c'est super short. Il y a Yacine. J'ai utilisé ChatGPT pour me guider dans la création d'outils qui fait l'extraction d'une story de Jira et créer... Oh my God, OK, nice. Il a donné du temps, c'est ça? Oui, excellent. Moi, je connais des gens qui ont demandé les bibliothèques aussi, qu'ils avaient besoin pour faire telle ou telle chose. Pareil. Oui, c'est ça. Ben, je pense que tu vas peut-être en faire un petit exemple sur le code automatisé, non? Possible. Oui, non? OK, parfait. Parfait. Puis sinon, le dernier point, c'était d'utiliser aussi ChatGPT pour vos incidents en production, justement. Vous rencontrez un problème. Moi, je ne me souviens pas ce qu'on avait. Attends. Oui, j'arrive. Je ne me souviens pas c'est quoi j'avais tapé, donc je vais vous montrer tout simplement la slide. Ça, c'est tout ce que j'ai réussi à vous présenter. Donc, le dernier, c'était ça. On avait eu un souci sur le versioning des API, un peu ce que tu parlais tantôt. On avait une version, notre third party, pas accepté notre nouvelle version, tout ça. Donc, on a carrément questionné ChatGPT et dire « Hey, je me suis retrouvée dans ta situation. C'est quoi que tu me proposes pour éviter ce problème-là? Donc, que je n'ai pas un impact avec le contrat avec mon client. » Puis, il m'a fait des super propositions. Est-ce que tu fais du versioning de API? As-tu des deprecation periods? J'ai comme, ah oui, une couple de ces affaires-là qu'on n'a pas en place officiellement. Fait que ça aussi, ça pourrait être une façon intéressante d'avoir ChatGPT comme outil, juste pour brainstormer d'autres solutions et tout ça. Donc, en gros, c'était
simple comme partage. Oui. Je veux dire à faire attention, par contre, de revalider ce que dans cette Bien sûr. dernièrement, demander ce qui est arrivé le 23 avril, c'était la fête de Noël, puis ChatGPT me répondait l'attentat polytechnique qui n'a rien à voir avec le 23 avril. Et puis, ben non, tu t'es trompé, c'est pas de ça. J'ai cherché sur Internet, il m'a dit ah oui, je m'excuse, je me suis trompé, voici un autre événement. OK. Fait que si quelqu'un qui prend ça pour. Donc, le point de Jean-François était ne rien prendre pour acquis, hein, qui est la grande inquiétude de tous, probablement, derrière ces outils-là, c'est qu'il apprend avec ce qu'on lui questionne et tout. Fait qu'on se dit n'importe qui serait mal intentionné et marqué plein d'affaires, c'est quoi qui va nous sortir? Donc, évidemment, apprendre quand même avec une attention. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'inspirant. Mais d'où que ton point que tu disais, est-ce qu'on va être remplacé? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il va toujours avoir besoin d'un peu de logique humaine derrière tout ça. Ah oui, il fait des erreurs, il confond parfois certains sujets. Il confond des sujets, oui. En mathématiques, il posait une question, il avait inversé les deux réponses. Il fait certaines erreurs. Oui, mais c'est juste de faire attention, de prendre comme un adjoint. Donc, vous n'entendez pas Jean-François, mais lui, il dit utilisez-le pas. Je l'utilise beaucoup, mais il faut contre-valider. Contre-valider. C'est quoi que tu penses de ça? Tu Oui. lui donnes une certaine réponse. Bien, c'est un peu ça. C'est d'aller bouncer des idées, mais finalement, c'est moins gênant parce que la personne ne va pas vous apposer une étiquette puis aller potiner avec d'autres après par en arrière. Fait que là, ce petit côté-là qui est rassurant à utiliser. Fait que voilà, question. Oui, c'est pas très sécure, parce que tu disais au niveau sécurité, il faut faire attention. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça appartient presque à Microsoft. Toute la donnée que tu y envoies, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Il y a eu 2 ou 3 cas dans les 2 derniers mois où le code source qui a été mis dedans a ressorti ailleurs. Okay. Toutes données propriétaires, sensibles, etc., tu mets dans ça, tu n'appartiens plus au final. Donc, la question était au niveau de la sécurité. Puis Patrick, qui est toujours parmi nous dans la salle, a confirmé l'outil est owné par Microsoft. Donc, tout donné qu'on entre, toute information qu'on rentre dans l'outil, on n'est plus le propriétaire finalement. Microsoft en a la main dessus. Oui, c'est ça, comme Facebook. C'est ce qu'ils ne font pas, l'outil n'est pas designé. Non, c'est ça. J'ai quand même exploré un petit peu Write Cypress code pour telle page de chez Pétale, puis ça l'écrivait du code. C'est pas toi ce matin, justement, qui me parlait d'un je peux vendre le punch? Oui, t'étais-tu pour en parler? Il y avait un problème sur un bout de code, puis il cherchait tout ça, puis il l'a mis dans le ChatGPT, puis ça lui a dit ah, check ça ou ça, puis peut-être que ça va aider. Puis... Non, il m'a réécrit le code. Il t'a réécrit? Ah, OK. C'est bon. Comme un vrai développeur qui ferait, finalement, il faut faire un refactor. C'est ça? C'est bon. Ce qui est bien au niveau du code, c'est que souvent, il va expliquer dans le bas qu'est-ce que telle fonction va faire, et ainsi de suite. Il explique plus, fait plus que donner du code. Fait que ça, c'est super intéressant. Ouais. Et des fois bluffant, parce qu'il est capable de combiner des technos que même par la façon classique de chercher Google, je n'avais jamais trouvé, mais qu'il était capable d'assembler. Évidemment, il faut le guider dans notre question. Mais c'est assez impressionnant. Nice. Ça peut aider dans l'apprentissage du codage aussi. Exactement. Tout à fait, énormément. Apprendre dans l'apprentissage, oui, c'est ça. Fait que je pense que c'était un peu le but du partage aujourd'hui, c'est de dire c'est quelque chose qui peut être un outil intéressant à avoir dans son coffre sans nécessairement tout baser là-dessus. Donc, j'espère que ça vous a inspiré d'aller essayer. Est-ce que vous croyez que peut-être vous allez essayer des petites choses ou pas encore? Allez-vous oser? Oui? Allez, oui? OK. Effectivement, ça dépend dans quelle organisation. Tout à fait. Oui, est-ce que dans les tendances d'automatisation, la 2023, parce qu'il y a une méthode que vous avez regardée il y a peut-être 3-4 ans maintenant, est-ce qu'il y a des outils qui se profilent faits à partir de l'intelligence artificielle qui permettraient à partir d'une application de vraiment pratiquement générer les scripts, enfin générer les tests? C'est pas rendu là. L'intelligence artificielle, il faut que je réponde, il faut que je répète la question. Donc, excusez, je vais finir par l'apprendre. Donc, la question était, est-ce que dans les tendances 2023, est-ce qu'il y a déjà des outils qui utilisent finalement l'intelligence artificielle? La réponse est oui.
La question elle dirigeait plus, donc, on donne une application, OK, on pèse sur le bouton, part la tester, écris-nous des tests. C'est pas rendu là. Il y a beaucoup de choses qui facilitent, puis l'intelligence artificielle, c'est le buzzword. Comme dans le temps, les sites .com, c'était la façon d'aller chercher du capital en argent à la bourse. Ben, les points AI, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses qui sortent par rapport à ça, puis ils vendent leur application à cause que de l'intelligence artificielle. Donc, il faut en prendre puis en laisser. Il faut voir que c'est un outil qui est intégré. Je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais posté sur LinkedIn la présentation de Microsoft qui présentait Copilot, qui est finalement leur Bing qui est intégré à leur suite Office 365, qui c'est vraiment bluffant. Je ne l'ai pas essayé parce que je n'ai pas la version 365, mais où est-ce que la dame disait « Ah, je veux faire des slides pour le party de fête de ma fille. » Il allait chercher, elle donnait une partie du texte, il en composait une partie, il allait chercher des images qui allaient fitter avec ça, même dans son disque à elle, donc reconnaître que bon, c'est sa fille, et ainsi de suite. C'était assez impressionnant. Puis, ça, je vous invite à aller voir ça, c'est très, très intéressant. Évidemment, une des choses, là, on a parlé de ChatGPT. Évidemment, ChatGPT, il est aussi owné par Microsoft. Ce qui est le fun avec Microsoft, c'est qu'on peut l'avoir dans Bing. Une des choses qui est très intéressante aussi, c'est que dans Bing, c'est la version ChatGPT 4. Donc, on peut lui donner des références. Comme ici, j'ai demandé, résume-moi finalement la page de ia.ca. Donc, j'ai donné le lien et il me fait un résumé d'une page web, de la page web. Donc, ça peut être intéressant si on veut sauver du temps. Il est capable de le faire pour des images. Reconnaître des images, un URL d'une image, c'est assez bluffant. Mais je vais vous montrer les slides. OK, donc, comment rédiger un scénario test? Ah, une des choses qui a été intéressante avec Bing, est-ce que tu peux m'écrire le test en Java? Ah, puis il m'a répondu, je suis désolé, je ne peux pas discuter de mes consignes, instructions, règles, je suis là pour vous aider à trouver des informations sur le web, pas à écrire du code. Je suis là, ah, OK. C'est assez intéressant. Donc, souvent, dans la façon de pouvoir lui demander, mais c'est comme disparu, si on veut, de Bing, mais ça m'est arrivé une fois, puis ça fait comme Ah. Donc, il y avait une tendance à ce moment-là qui ne voulait pas être finalement probablement utilisé comme un esclave. Oui? On a souvent des problématiques de test de UI, c'est-à-dire par exemple pour un site web, on veut il y a une référence UI de tous les écrans. Là, on veut pouvoir vérifier que tous les écrans ont un bon design, enfin, une bonne couleur, voilà, des choses comme ça. C'est souvent des tests quelquefois un peu lourds à faire, entre faire des copies d'écran et peut-être copies d'écran. Est-ce qu'il y a, par exemple, des choses d'intelligence artificielle qui facilitent ça parce que c'est tout à fait c'est tout à fait dans le stock, c'est-à-dire c'est pas fondamentalement compliqué, mais ça nécessite des jugements, quoi, de dire, bon, ça, c'est pas trop grave. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider là-dessus? Oui. Donc, la question étant, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent de vérifier finalement que finalement tous les écrans, finalement, si l'affichage est toujours bon d'une version à une autre dans des définitions différentes. Oui, il y a évidemment dans ma slide où est-ce que je parlais des vision tests. Donc, des outils comme Applito, le Percy, UFT1 aussi qui le fait. Pas. Je sais que dans le temps, j'utilisais ça, mais c'était la base. Je ne sais pas si c'est. Peut-être. Peut-être. Faudrait voir. Il y a beaucoup de. Puis effectivement, ça utilise une partie d'intelligence artificielle où est-ce qu'il va analyser finalement les changements qu'il y a eu. Il s'aperçoit que finalement, en haut à droite, c'est l'air. Ben, il sait qu'il va ignorer cette partie-là. Genre de. Exact.
Pour revenir au slide, ben, c'est ça. Donc, on peut s'en servir pour résumer une page web ou finalement, j'ai le texte ici qui est vraiment le fun. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me décrire? Ah oui, une des choses avec ChatGPT et Bing, c'est qu'on peut leur parler en français aussi. Donc, je lui demande par rapport à un URL, est-ce que tu peux me décrire l'image? Puis là, il commence, l'image montre la ville de Paris au lever du soleil avec la tour Eiffel au centre. La tour est illuminée par des lumières jaunes et se détache sur un ciel rose et bleu. On voit aussi des bâtiments, des arbres, des ponts qui bordent la Seine, le fleuve qui traverse la ville. L'image a un effet HDR qui accentue les contrastes et couleurs. L'image donne une impression de beauté, romantisme, dynamisme. Donc, vous pouvez voir l'image. C'est assez bluffant. Je l'ai essayé avec d'autres endroits un peu moins connus, comme ma maison à Sillery, puis j'ai été surpris parce qu'il m'a sorti des informations où est-ce que, ben, évidemment, c'était un lien, évidemment, avec Google Maps, donc Street View, que j'ai envoyé. Bon, probablement qu'il a été capable de remonter à l'adresse facilement, là, parce qu'on s'entend que je n'ai pas une maison si spéciale que ça. Mais il a quand même été sortir l'adresse, il a sorti le rôle foncier, les propriétaires, l'évaluation de la maison. Donc, c'est connecté au site de la ville pour aller me chercher ça. C'est pas en train de beauté de romantisme. Non. Fait que... Une famille de 4, 3 enfants. Et après, j'ai réessayé d'autres choses. Je lui ai dit, à partir d'un point, est-ce que tu peux me sortir tous les propriétaires des maisons ou des choses comme ça? Puis là, il dit, ah, je ne suis pas autorisé à faire ça. C'est comment on lui demande, on dirait, des fois, là, il part sur... Fait que c'est quand même intéressant à aller voir. Donc, Bing, une des choses importantes à savoir, parce que ça vous donne accès à ChatGPT 4 qui n'est pas disponible à tous, à moins qu'on paie le 20 $ par mois. Si vous avez Microsoft Edge, le browser, là, ça vient avec, vous autorise parce que vous l'utilisez. Fait que ça, c'est un plus pour aller jouer avec. Une des choses qui est vraiment le fun avec quand on pose des questions avec Bing, c'est qu'il va nous donner des références dans le bas et aussi des boutons pour pouvoir continuer de poser des questions plus en profondeur. Donc, il est déjà prêt à répondre à des choses dans le même contexte. Les références, ça, j'adore ça parce que c'est une des choses que je trouve que ChatGPT n'offre pas. C'est-à-dire, ben, pourquoi tu me dis ça? Comment tu sors ça? 10%, fais telle chose. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir l'appuyer, avoir une référence. Quand je fais une présentation, j'aime ça avoir une référence, une citation, pas que ça s'aille dans le vent. Donc, ça, c'est un des côtés que Bing se trouve à offrir. Dans les outils aussi, bien évidemment, Google a essayé de partir parce qu'il s'est aperçu qu'il n'était pas en ligne avec tout le monde, il n'était pas aussi près avec son board, qui est maintenant disponible aux États-Unis et finalement en Angleterre. Mais bon, on peut y accéder quand même avec un VPN pour pouvoir l'essayer. Si vous utilisez Opera, il y a déjà un VPN d'intégrer à l'intérieur qui est gratuit. Donc, vous pouvez partir une session, au lieu de faire partir une session incognito, vous partez une session, puis là, vous positionnez où est-ce que vous voulez être sur la map. Là, vous pouvez être connecté à Barn. Une des choses qui est un petit peu plate au niveau de Barn, c'est que c'est seulement en anglais. Ça, c'est le côté qui est un petit peu moins intuitif, quoique souvent, bon, ça se passe en anglais. Une des forces que moi j'ai trouvées au niveau de Barn, c'est que la réponse d'un arrive plus rapidement. Bon, on n'est pas si pressé que ça non plus. On peut attendre 10 secondes puis avoir notre résultat. Mais au niveau de sa synthèse, je trouvais que c'était intéressant parce que souvent, il est capable de me faire des tableaux avec les choses. Je vais donner un exemple. Give me a chart about level. Give me a chart about our level of test. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me sortir. On va voir. Bon, je disais que c'était rapide. Ah, quand même. Donc, il va structurer l'information, puis il va pouvoir finalement nous donner finalement les niveaux,
Fait que ça, c'est de l'information qui peut être très intéressante à aller chercher. Une autre chose qui est intéressante, c'est voir les autres drafts qui auraient pu nous répondre. Donc, on peut voir finalement d'autres possibilités, un peu comme si on lui repose la question. Il a déjà sorti finalement le truc. Donc, on peut choisir la version qui nous plaît le plus. Des fois, je lui demandais de m'ajouter une colonne, puis finalement, il me rajoutait juste la colonne, mais pas de détails dedans. Fait que c'est pas parfait, mais il y a des choses intéressantes. Et lui aussi est connecté au web, contrairement à ChatGPT. Donc, on peut lui donner un lien pour qu'il nous fasse un résumé ou des choses comme ça. Fait que c'est beaucoup d'heures de plaisir. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou vous avez le goût de partager des expériences d'utilisation que vous avez faites avec ces outils-là. Mais en tout cas, j'espère que si vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire en sortant du site. Parce que c'est le fun. C'est plus ce que tu as partagé sur LinkedIn, est-ce que tu as mis ta vidéo dans la présentation pour les gens? Pas dedans, non. Non, dans le fond, à partir de quelques phrases, ils pouvaient partir d'un PowerPoint. Moi, je vais passer 2 week-ends à essayer de mettre un PowerPoint super sexy, là. Puis c'était super impressionnant, la vidéo que tu as partagée, les gens de Office, finalement. Puis, tu peux partir d'un email que tu veux célébrer la fête de ton enfant. Tu vas aller ajouter des affaires dans le calendrier, il va faire l'invitation dans Word. C'est assez hallucinant. La liste d'invités selon les réponses que tu vas recevoir dans tes courriels. Fait que je vous invite, c'est quand même une bonne heure, là, si je me trompe. Non, celui-là, il est en 1 minute et demie, là, ça va donner une petite idée. Ben, c'est ça. Fait qu'il a demandé de préparer. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de voir. Mais en fait, c'est comme un assistant qui va proposer des choses pour le générer pour toi. Donc, tu peux même résumer après un meeting, ramasser finalement tout le texte qui a été mis. Je ne sais pas ce que ça vaut en français. En anglais, souvent, le sous-titrage, ça fonctionne quand même bien. Donc, il est capable de même ressortir des action items d'un meeting, l'ajouter. Les thèmes slides about tel sujet. Puis là, bang, ça sort les images, quelques textes. J'ai passé 2 week-ends. Avant de m'attendre, Il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes, qui vont, comment dire, décupler nos capacités à aller plus vite. Souvent, on a des idées, mais on ne sait juste pas comment le faire. Ça va vous permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite. Justement, ça sur quoi je travaillais cet après-midi, puis j'avais un problème, c'est du shell script. J'en fais pas souvent. Puis quand tu en fais, ben, tu cherches tout le temps un espace ou un guillemet qui n'est pas là. Puis ces outils-là sont vraiment géniaux parce qu'il y a un contexte, donc ils vont vraiment plus cibler. Mais ça arrive souvent qu'ils me donnent des réponses, ils me disent ah, ben oui, va dans tel menu, va cliquer telle chose. C'est parce que c'est pas là, ça n'existe pas, ça. Ah, je m'excuse, c'était dans une version précédente, et ainsi de suite. Donc, il faut en prendre puis en laisser. Fait que c'était ça.